Les villes sont menacées de la même chose. J'aime beaucoup d'ailleurs la devise de votre ville, si je ne me trompe pas, c'est « éteinte, je renais ». Voilà. Éteinte, je renais. Et c'est, je trouve, une très belle devise, tout à fait adaptée à notre débat d'aujourd'hui. Parce que les villes sont pour moi, avec les langues, deux des seuls êtres vivants, sinon les deux seuls, qui peuvent être immortels, qui rajeunissent. Une langue, ça rajeunit, parce que ça se nourrit de tout ce qu'on lui apporte comme mots nouveaux qui viennent de l'extérieur. Et Dieu sait, on le sait bien aujourd'hui, qu'il y a beaucoup moins de mots de gaulois que d'arabe dans la langue française d'aujourd'hui, et beaucoup moins de mots de langue de base anglaise, c'est-à-dire de langue gaélique, que d'allemand dans la langue anglaise d'aujourd'hui. Donc la mutation des langues, leur renaissance se fait par ces mélanges. Et les villes aussi. Il y a des villes qui ont aujourd'hui 5000 ans, 6000 ans. Des villes sont faites pour ne pas mourir jamais, si elles sont capables de rester ou de redevenir jeunes. Et c'est peut-être le mot-clé que je voudrais introduire ici. Oui, le risque est grand de voir les villes moyennes disparaître. Villes dortoirs, villes de retraite, villes de dortoirs de retraités. C'est clairement un destin qui s'ouvre à elles, avec parfois une présence de tourisme plus ou moins temporaire et passager. Alors que je crois que c'est l'intérêt de la nation dans son ensemble, c'est ce que j'appelle l'altruisme rationnel ou l'égoïsme intéressé. Nous avons intérêt à être égoïstes. Ceux des grandes villes ont intérêt à ce que les villes moyennes se développent parce que ça crée les conditions d'un équilibre. Ça viendra. Je suis convaincu qu'à l'échelle mondiale, on le voit, beaucoup de grandes villes commencent à prendre conscience qu'on ne peut pas avoir des villes de 30, 40 000 habitants, millions d'habitants comme on en a aujourd'hui, sans conséquences tragiques en termes d'environnement et en termes de qualité de la vie et en termes d'hygiène, et qu'on a intérêt partout à avoir un développement beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. La France, de ce point de vue, est mieux placée que les autres. Vous avez cité Poincaré, on pourrait citer la naissance de la DATAR en 1972 et tout ce qui a suivi avec la constitution des outils nécessaires à cet équilibre, qui est une bataille permanente contre le destin. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit que la politique, c'est se battre contre le sens de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est la lutte contre le désordre ou contre l'évolution naturelle vers le désordre. Tout évolue vers le désordre. Et la vie, c'est une tentative partielle, passagère, temporaire, infiniment remise en cause pour lutter contre le désordre. Certains y réussissent, et se fait des civilisations, certains échouent, c'est la plupart, et les civilisations disparaissent. Vous avez cité Périclès, on peut citer d'autres exemples. Les villes, c'est pareil. C'est par la volonté de ceux qui y habitent, par la volonté de ceux qui comprennent de l'extérieur que c'est leur intérêt de voir ces villes se développer, que ceci prendra. La France ne survivra pas si ces villes moyennes disparaissent. Elle deviendra une collection de quelques grandes villes avec leurs défauts. On connaît ceux de Paris, on connaît ceux de Lyon, on connaît ceux de Marseille, les défauts. On connaît ceux de Toulouse et d'autres. Ces villes ont intérêt aux villes moyennes. C'est à vous de réussir à plaider pour. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se mettent en place, mais si je peux me permettre rapidement quelques recommandations. Je crois que ce serait une grande erreur que d'assumer le fait que vous êtes définitivement des villes de vieux. Je ne crois pas que l'avenir des villes moyennes soit un avenir japonais. Le Japon a choisi de faire de ces villes moyennes des villes d'accueil des personnes âgées, pour des raisons d'ailleurs liées à sa politique anti-migration absolument radicale. Ils n'ont pas d'autre solution que cela, en tout cas pour l'instant. Nous pouvons avoir une autre stratégie que cette stratégie de résignation au vieillissement, de faire que ces villes s'adaptent aux besoins des gens qui ne peuvent plus bouger, plus se développer et qui s'endorment avec leur ville. Il faut à tout prix que vous preniez comme mot d'ordre, comme motif, comme projet, comme vision du monde, comme projet, être des villes jeunes. Et tout faire pour être des villes jeunes. Et pour être des villes jeunes, il faut développer ce que moi j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire tous les secteurs qui sont essentiels à la jeunesse.
tous les secteurs dont nous avons absolument besoin pour qu'une ville, pour qu'une nation soit jeune, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la sécurité, l'hygiène, la mobilité, l'alimentation saine et quelques autres secteurs qui vont avec. Et surtout pas les secteurs que j'appelle ceux de l'économie de la mort, c'est-à-dire ceux des industries polluantes de toute nature par les énergies fossiles, les sucres artificiels, les poisons de toute nature. Devenir le cœur de l'économie de la vie, c'est à mon avis le destin qu'il faudrait donner, l'ambition qu'il faudrait donner aux villes moyennes. Vous avez cité tout à l'heure en passant un point qui me paraît très important. C'est par votre intelligence collective que vous y parviendrez. Pour cela, créer un réseau des villes moyennes, créer un réseau des villes de la vie, mettre en commun vos expériences, voir ce qui a été réussi quelque part pour le refaire ailleurs. Par exemple, me viennent à l'esprit des dizaines d'expériences, mais pour citer quelqu'un qui n'est pas là ou une ville qui n'est pas là, j'étais très frappé de l'expérience de Melun qui, n'arrivant pas à créer une université de bon niveau dans sa ville, a eu tout simplement l'idée, ce qui était facilité par la personnalité de son maire, d'obtenir le déplacement à Melun de départements entiers de l'université de la Sorbonne, et qui maintenant est une ville étudiante parce qu'il y a des étudiants de la Sorbonne à Melun. Voilà, me semble-t-il, une expérience très simple. Au lieu de tenter de faire une université locale qui concurrencerait une université de la ville, la métropole voisine, faire que la métropole voisine développe dans les villes moyennes alentours des départements qui feront que les gens seront fiers d'être à la fois dans la ville moyenne et rattachés à une université de grand renom international. Il y a des dizaines d'exemples de ce genre, de choses qu'on peut faire et qu'on doit faire. Je suis convaincu que vous les mettrez en œuvre ensemble. Et si je peux modestement à ma place vous y aider, je serai très heureux et très fier d'y concourir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. On va passer la parole à Xavier. Juste avant, restez si vous le souhaitez. Juste une citation de Fernand Braudel, qu'Arnaud Tessier m'a soumise. Il citait Fernand Braudel dans Le Monde. La France, ce sont des Frances différentes qui ont été cousues ensemble. Des Frances différentes qui ont été cousues ensemble. Il parlait notamment, il pense, Arnaud Tessier, aux villes moyennes. Xavier, la parole est à toi. N'hésitez pas à intervenir sur ce beau sujet. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Tout va bien ? D'accord. Très bien. Bon, tout d'abord, merci de votre invitation. Merci de votre invitation. Vous savez que c'est l'un des sujets qui me tient le plus à cœur dans mon engagement politique, en tant que président de région, mais pas seulement. En tant que président de région, je pourrais vous dire que j'ai près de 21 villes moyennes sous préfecture qui sont concernées et que, comme pour toute la France, on a dans la région des Hauts-de-France plus d'un tiers des habitants qui habitent dans des villes moyennes. Pour ma part, je n'oublie pas que la moitié des Français vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants.